Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 21 décembre 1903, nous sommes place de la Bourse à Paris. C'est un quartier qui est toujours très agité. C'est le cœur, le nœud de l'activité financière parisienne. Donc il y a toujours un fourmillement de monde et d'activité. Et dans cette fourmilière du monde des finances et de la Bourse se trouve un restaurant que connaissent les amoureux de la littérature au XIXe siècle. C'est le restaurant Champeau. Émile Zola, dans son roman L'Argent, avait fait de ce restaurant un des lieux emblématiques du quartier de la Bourse. Il avait été fondé en 1800, donc sous le consulat, ce Champeau, devenu une référence pour ceux qui aimaient déjeuner avec bonne cave et bonne cuisine, si l'on en croit en tout cas les réclames de l'époque. C'est donc ici, le 21 décembre 1903, que se rassemble pour la première fois, afin d'attribuer ce qui va devenir son prix, l'Académie Goncourt. On a longtemps dit que l'attribution de ce prix s'était faite dans l'indifférence générale, loin de ce qui aujourd'hui est devenu un événement. Vous avez vu la forêt de photographes, la foule de journalistes qui se pressent chaque année pour la proclamation du prix Goncourt. À l'époque, ça aurait pu être quelque chose de parfaitement indifférent. La vérité, c'est qu'il y avait quand même, de la part de la presse parisienne, dès cette première occurrence, dès décembre 1903, il y avait de la curiosité. Ce qui avait créé une certaine attente, c'était un grand dossier dans le journal Gil Blas qui avait organisé un concours qui s'adressait à ses abonnés. Le but, c'était de déterminer qui aurait dû recevoir ce prix. Concours populaire qui avait d'ailleurs eu un grand succès. Tous les journaux s'étaient dit mais c'est une bonne histoire, ça on va en faire autant. Et donc vous voyez que tout le monde s'était mis à proclamer son prix avant le prix. Et dès les premières semaines du mois de décembre 1903, on avait des colonnes dans la presse pleines de critiques littéraires. Chacun y allait de son candidat. Il fallait savoir ce que maintenant l'Académie Goncourt, la toute nouvelle Académie Goncourt, allait choisir. Plus tard, bien plus tard, Valérie Larbaud devait écrire, je cite, « La publicité avait été faite avec beaucoup d'habileté et toute la France savait qu'une nouvelle académie, composée d'écrivains indépendants, anti-académiques et fils spirituels du grand Flaubert, allait sortir de son obscurité un génie rare, un nouveau Balzac peut-être, ou un nouveau Stendhal. » Oui, c'est toujours le fantôme du 41e fauteuil de l'Académie française qui plane sur ses prix et sur ses réunions anti-académiques. Alors, la composition de ce cénacle anti-académique est assez intéressant. Les gens qui se pressent dans le restaurant Champeau Place de la Bourse, ces hommes, puisqu'à l'époque ce ne sont que des hommes, sont au nombre de 9. En fait, ils étaient 10, mais Justin Rony est absent. Il a transmis d'ailleurs son vote par lettre recommandée comme il devait le faire. Bref, parmi les présents, vous pouvez croiser Huysmans en personne et Octave Mirbeau, Léon Hénique, Gustave Geffroy, Paul Marguerite, bien sûr, Léon Daudet, Élémire Bourges. Alors Élémire Bourges, il n'a pas laissé un très grand nom, ni Lucien Descaves du reste. Si le nom de ces derniers ne vous dit rien, c'est normal. C'était simplement des gens qui avaient été choisis parce qu'ils étaient des intimes du fondateur de l'Académie, je devrais dire des fondateurs, puisqu'il s'agit bien sûr, ça personne ne l'ignore, des frères Goncourt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vais vous dire qui était le premier lauréat du prix Goncourt, évidemment, mais avant ça, peut-être faut-il évoquer ces fameux frères Jules et Edmond Goncourt. J'ai eu l'occasion déjà de vous parler d'eux. D'ailleurs, ils étaient tellement unis lorsqu'ils étaient tous les deux en vie qu'on les appelait Jules Edmond, comme si c'était une sorte d'entité à deux têtes. Ce ne sont pas des jumeaux, puisqu'Edmond est né en 1822. Il précède de 8 ans son cadet, qui donc était Jules. Ils ont constamment fréquenté le monde des lettres. Ils
ils postulaient à la gloire littéraire, et d'ailleurs d'une certaine manière ils l'ont conquise, ils ont beaucoup écrit, ils ont écrit leur fameux journal, qui est sans doute l'un des écrits les plus passionnants qu'on puisse lire sur la vie culturelle du 19e siècle. Ils ont été aussi de très grands critiques d'art, il ne faut pas l'oublier, ils ont remis à la mode le 18e siècle français, ce qui était à l'époque tout à fait nouveau. Alors c'est vrai qu'ils ont écrit des romans qui n'ont pas laissé un très grand souvenir. Mais leur journal est très passionnant, d'autant plus qu'ils fréquentaient les meilleurs salons et comptaient parmi leurs amis Flaubert, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Baudelaire, Huysmans, donc Zola, Pierre Loti, vous imaginez, et bien d'autres. Hein. J'avais consacré il y a quelques années, ici même, à ce micro, une émission à ce journal des frères Goncourt, qui est très drôle parce qu'il est bourré de petites mesquineries, de critiques acerbes des uns et des autres. On a l'impression de voir les coulisses de la haute société culturelle du Paris du 19e siècle. Hein. Il faut imaginer les deux frères écrivant à quatre mains le journal à la fin de journée où ils avaient évidemment fréquenté tout ce qu'il y avait de mieux. Ce journal, d'ailleurs, n'avait pas de vocation à être publié de leur vivant. Hein. En 1870, à la mort de Jules, donc le plus jeune, paradoxalement, Edmond s'est mis à éditer de premiers tomes. Ça a été un grand scandale. Il y a eu des procès. Vous imaginez bien que tout le monde ne s'est pas laissé faire, étant cité dans ce journal. Edmond n'en avait rien à faire. Il n'a pas voulu modifier les pages que son frère avait rédigées. Et donc, à la publication de chaque tome, vous imaginez la frayeur qui parcourait les milieux élégants parisiens. Edmond est mort en 1896 et dans son testament, il créait donc cette académie que les deux frères avaient appelée de leur vœu, académie qui tous les ans devait donc remettre un prix pour, je cite, forcer les portes de la gloire. C'est donc 7 ans après la mort d'Edmond que cette académie va pour la première fois se rassembler. Il faut dire que, évidemment, on craint toujours à l'époque la publication des derniers tomes du journal. Hein. Je cite Pierre Ménard, que j'avais déjà eu l'occasion longuement de citer ici, dans son très beau livre « Les infréquentables frères Goncourt ». Je le cite. « Fille aimante et fidèle, l'Académie Goncourt se montrera en revanche plus réservée quant à la publication du journal, cadeau empoisonné, légué par le fondateur. Dans son testament, Goncourt ordonnait que les cahiers soient scellés 20 ans, au bout desquels ils seraient remis au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale et pourraient être consultés et livrés à l'impression. On imagine l'embarras des académiciens, craignant les procès et davantage encore leur propre opprobre, beaucoup étant victimes des boules puantes d'Edmond au même titre que les autres. Dans 8 ou 9 ans, il faudra regarder le journal des Goncourt qui est à la Bibliothèque nationale, tremble Jules Renard. Il faudra choisir et publier. Goncourt disait tout. Telle une maladie vénérienne, poursuit Pierre Ménard, le diabolique journal est donc passé de dîneur en espérant que le temps ferait oublier cette bombe à fragmentation. À l'échéance 1916, l'Académie prend prétexte de la guerre pour décaler la publication, puis fin l'indifférence. En vain, le Mercure de France, le Temps, le Matin, en vain réclame-t-il à corps et à cri l'octroi de la fleur vénéneuse, quitte à dépêcher des huissiers dans la vénérable bibliothèque. Prolongé puis réitéré à plusieurs reprises grâce au soutien de l'État qui juge le texte contraire à l'ordre public, les scellés sont définitivement lâchés avec l'édition de 1956, 60 ans après la mort du dernier des deux frères. Bon. Ce journal a donc empoisonné la vie littéraire, culturelle et mondaine de Paris pendant un demi-siècle. Mais revenons en 1903, donc à l'époque les derniers tomes ne sont pas encore parus, bien sûr. Ce 21 décembre 1903, il fait déjà nuit quand les 9 académiciens présents sont donc réunis au restaurant Champeau à l'époque pour désigner le premier prix Goncourt. Vous écoutez Radio Classique. Évidemment, vous allez dire, mais c'est long quand même entre la mort d'Edmond et la réunion de la première de cette Académie Goncourt. Mais oui, mais l'Académie, elle fonctionnait grâce à toute une partie de la fortune des frères qui avait été déléguée, qui avait été affectée à cet usage. Et les héritiers des Goncourt, leurs héritiers naturels, ont fait des procès, ont voulu éviter que ne leur soit soustrait cette partie de la fortune. C'est en 1900 que l'État a finalement donné raison à l'Académie qui sera même reconnue
reconnu d'utilité publique par le Conseil d'État. Voilà comment les 10 académiciens, enfin 9 des 10 peuvent se réunir. Alors, dans un monde idéal, Edmond aurait voulu que l'Académie rassemble Flaubert, Barbey d'Aurevilly, Louis Veuillot, Jules Vallès dans des registres très différents. Seulement tout ce monde-là est mort. D'ailleurs, certains étaient morts bien avant la mort d'Edmond lui-même. L'Académie, d'ailleurs, avait dû voter en son sein en avril 1900 pour désigner 3 nouveaux membres, de ce fait même. Et voilà ce qui donc nous conduit à cette journée de décembre 1903. Alors évidemment, il y a un favori qui s'appelle René Boilève. Vous l'avez oublié, hein, René Boilève, avec sa Béquée. C'était le titre du roman paru en 1902 qui racontait l'histoire d'une famille désargentée, contrainte de vivre chez une grand-tante en Touraine après la guerre franco-prussienne de 70. Ce livre se nomme La Béquée parce que c'est la tante qui nourrit la famille désargentée, un peu comme l'oiseau, vous voyez. Le narrateur du livre, c'est le jeune fils de la famille, jeune fils que la tante prend la grand-tante, devrais-je dire, prend sous son aile parce qu'elle a l'intention de lui transmettre l'amour de la Touraine et l'amour du domaine qu'il aura un jour à gérer. Et donc on se dit que ce René Boilève, avec son roman post-naturaliste et social, est le favori. Seulement voilà, Boilève a fait un beau mariage quelques mois plus tôt, qui lui rapporte une grande fortune, et au sein de l'Académie, on se dit que c'est pas tellement intéressant de récompenser un auteur qui déjà est très à l'aise financièrement. Et oui, voilà à quoi ça tient. Et donc René Boilève va être exclu de la liste finale. On estime qu'il n'a pas besoin de 5000 francs pour vivre tranquillement et pour continuer ses travaux. Il y a 2 candidats qui sont considérés dès lors comme sérieux par les académiciens. Le premier, c'est Camille Mauclerc, qui est reconnu dans Paris, parce qu'il écrit dans beaucoup de journaux, il est critique littéraire, critique d'art, Mauclerc bien sûr. Il s'apprête à faire paraître son roman La Ville Lumière, et l'éditeur a envoyé à chacun des membres du jury un bel exemplaire dédicacé, bien entendu. Le deuxième auteur, c'est John-Antoine Naud, qui lui a écrit un livre qui s'appelle Force ennemie. John-Antoine Naud, alors lui, personne ne le connaît. C'est un Américain qui est né à San Francisco en 1860, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu des années en France, qu'il a tellement apprécié. Hein. Il est en particulier pour la côte méditerranéenne et pour la ville de Saint-Tropez où il s'était un temps installé. Il vient donc de faire paraître son ouvrage Force ennemie quelques mois plus tôt. Ça, on ne peut pas dire que ce soit passé très aperçu, cette affaire. Personne ne s'est rendu compte de la publication. Autant dire que John-Antoine Naud est resté totalement anonyme. D'ailleurs, il n'a pas pris la peine d'envoyer son livre aux académiciens, et c'est son éditeur qui a envoyé le livre. Et pendant le dîner, les 9 académiciens parlent entre eux, bien entendu, ils parlent de leur lecture, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Et puis, après le dessert, arrive le moment du vote. Il faut départager donc ces 2 finalistes. John-Antoine Naud récolte 6 voix, et le célèbre Camille Mauclerc, lui, n'en compte que 3. C'est donc incroyable mais vrai, ce parfait inconnu qui va se voir décerner le premier prix Goncourt. Le futur académicien André Billy se trouve au Champeau ce jour-là pour observer ce qui devait être une sorte de spectacle. Voici le récit qu'il nous fait. Lorsque le vote fut concluant, la porte du salon où les académiciens étaient réunis s'ouvrit et j'aperçus dans un décor rougeâtre illuminé de petites lampes à abat-jour de soie quelques têtes que je n'eus pas de peine à reconnaître, en particulier celle d'Octave Mirbeau, qui sortit du salon en s'appuyant au bras de quelqu'un. Il me fit l'impression d'être très vieux, très malade, mais ce n'était peut-être que l'effet d'un trop bon dîner, car il mourut longtemps après. Octave Mirbeau tend un billet à la caissière du restaurant. « C'est le nom du lauréat de notre prix Goncourt », dit-il. Il a même dit, lui, à l'époque, notre prix des Goncourt. Et la caissière le donne aux 3 seuls courriéristes qui se sont déplacés, parce qu'inutile de vous dire que ça fait pas courir la presse, cette affaire à l'époque. Donc, on va découvrir ce nom-là, ce John-Antoine Naud, qui évidemment va faire l'objet de toutes sortes de tribunes, d'articles. Alors les journalistes littéraires sont quand même bien embêtés parce que non seulement ils ne connaissent pas du tout l'auteur, mais ai-je besoin de vous dire qu'ils n'ont pas lu l'œuvre non plus, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. De quoi ça parle ce livre, La Force ennemie? Quand même, ça vient de recevoir le premier prix Goncourt, le prix des Goncourt, comme a dit Octave Mirbeau. Le sujet est assez original, c'est ce qui a plu aux académiciens d'ailleurs. L'ouvrage évoque un sujet qui à l'époque est très à la mode, on est en 1903, n'oubliez pas, le sujet de la folie. Philippe Veuilly se trouve dans une maison de santé, il est considéré comme fou et il va tomber amoureux, éperdument amoureux,
d'une femme internée dans le bâtiment d'en face et qui s'appelle Irène. Et de plus, il est persuadé qu'il est habité par un esprit d'une autre planète. Et c'est le drame quand Irène, son amour, sort de l'asile et donc Philippe va s'échapper et faire le tour du monde pour essayer de la retrouver. Vous voyez l'originalité folle de ce roman. Bon, soyons honnêtes, la presse a eu du mal à comprendre le choix des Goncourt, comme on les appelle nous maintenant. À l'époque, on parle de l'Académie des frères Goncourt. L'événement était quand même très parisien et la presse régionale ne fait même pas d'écho. Je cite Sophie Spandonis. Le petit événement n'était pas perçu comme purement littéraire, mais comme un fait d'actualité de la vie parisienne. Ceci est confirmé d'ailleurs par son classement dans la rubrique des quotidiens, ensuite par le fait qu'il était souvent difficile à repérer au milieu des informations diverses, a fortiori lorsqu'il n'était pas annoncé par un titre. Les articles, écrits selon un schéma peu variable, parlaient peu du roman lui-même. C'est quelque chose comme les mémoires d'un fou, lit-on dans l'Aurore. Quelque chose comme les mémoires d'un aliéné, ou plus exactement, c'est une œuvre de psychologie aliéniste, renchérit le Gaulois, qui visiblement n'a pas trop aimé. Le roman était inconnu des journalistes qui, faute de le dévorer dans la nuit, durent en parler sans l'avoir lu, nous dit Sophie Spandonis. Le Figaro ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi ce prix, qui devait faire du bruit à l'image de ce que les Goncourt révèlent dans leur journal, ce prix, cette académie avait fait le choix de récompenser le moins parisien de tous nos hommes de lettres. Oui, en fait, ça ressemble quand même un peu à un pétard mouillé, cette histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ce qui est intéressant qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque, le prix, le fait que les Goncourt aient décerné ce prix a eu très peu d'influence sur la postérité du livre de No, qui quand même a été réédité à quelques reprises, mais on avait toujours du mal à écouler les exemplaires. Il n'y avait pas encore les bandeaux rouges avec écrit prix Goncourt, et ce que j'ai besoin de vous le dire. John-Antoine No continuera à écrire de la poésie, des romans, et il finira par mourir dans le Finistère à Douarnenez en 1918. Malgré donc cette expérience qui était un petit peu un faux départ, disons les choses, on a eu l'idée, autour de ce qui venait de se passer, de créer de nouveaux prix. Et il faut vous dire que dès l'année suivante, en 1904, naît le prix Femina. L'Académie française va créer son Grand Prix de littérature, c'est ainsi qu'on l'appelait, en 1911, et le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1914. Et puis, après la guerre, en 1926, ce sera le tour du prix Renaudot, qui concerne, vous savez, plutôt les journalistes, et le prix Interallié en 1930. Donc le Renaudot en 26, l'Interallié en 30. Il y a eu quelques évolutions dans le prix Goncourt. Les dîners sont devenus des déjeuners, peut-être parce que certaines des discussions pour l'attribution du prix duraient un peu trop longtemps pour que ça s'éternise dans la nuit. Puis c'était plus facile de présenter le lauréat aux journalistes à la mi-journée. À partir de 1914, on va se retrouver non plus chez Champeau, qui a fermé définitivement ses portes, parce que c'est l'époque où le personnel se rend au front, vous savez. Et donc, on va se retrouver chez Drouan, ce qui restera bien sûr le cas jusqu'à nos jours, bien sûr. Et d'année en année, le prix gagnera en prestige, ne serait-ce que parce qu'il aura la bonne idée de récompenser de très grands écrivains, très connus, eux, et qui donc vont apporter un peu de leur aura à un prix qui ensuite en redistribuera. C'est comme ça que ça fonctionne, un prix littéraire. Et Marcel Proust, André Malraux, Marguerite Duras, je ne vais pas vous citer tous les prix Nobel, tous les prix Goncourt, il y en a eu de très extraordinaires. Il y en a d'autres qui encore aujourd'hui d'ailleurs sont relativement méconnus. En 1903 donc, le prix Goncourt n'a eu aucune influence sur les ventes de ce pauvre No. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et il y a des prix Goncourt, c'est pas toujours le cas, mais il y a des prix Goncourt qui arrivent à faire monter les ventes du lauréat jusqu'à 1 demi-million d'exemplaires. Vous écoutez Radio Classique.